Nous entrons dans le vif du sujet par un premier temps qui pose la question: l'Église actuelle connaît une crise systémique, qu'est-ce à dire? Avant les études de cas, prenons un petit peu de distance et prenons-la avec un regard peut-être un peu décalé au sens où nous ne commençons pas par une analyse de théologien de l'intérieur, mais par un regard qui n'est pas strictement extérieur, mais un petit peu de côté, et je pense que ce n'est pas sans pertinence. En effet, l'une des causes de la situation actuelle de l'Église est dans ce que le pape François qualifie de fonctionnement autoréférentiel. Un mode de fonctionnement qui privilégie l'entre-soi et qui établit une cloison étanche entre l'intérieur et l'extérieur, sans communication significative entre les deux. Selon une telle vision, l'extérieur n'aurait rien à apporter à l'intérieur. Et on comprend que la dérive sectaire n'est pas loin, comme l'illustrent, hélas, plusieurs affaires récentes et particulièrement sordides. D'ailleurs, ce n'est pas propre aux communautés catholiques, comme le rappelle Benoît Piget, que nous entendrons dans un instant, dans un article que je vous recommande, paru dans une revue mensuelle que vous connaissez sans doute, en février 2021. Laissées à elles-mêmes, les communautés humaines connaissent un mouvement centripète. Elles érigent des séparations. Comment faire en sorte que les nécessaires distinctions ne deviennent pas des séparations? Et à un certain moment, l'ouverture à l'autre devient non seulement bénéfique, mais aussi nécessaire. C'est pourquoi donc il nous a paru important de commencer l'examen de cette question par des interventions qui se situent dans le champ, on pourrait qualifier, de sciences humaines au sens large du terme, c'est-à-dire celui de la gestion des organisations et celui de l'histoire, comme Hervé Legrand l'a annoncé à l'instant. Et ce n'est pas par hasard non plus que nous terminerons par l'apport d'un sociologue qui nous aidera peut-être à trouver des ressources, mais dont l'analyse sera évidemment précieuse. Je remercie d'abord Benoît Piget d'être venu de Franche-Comté pour nous partager sa réflexion. Il est donc enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté. Son domaine est la gestion des organisations et l'auteur de plusieurs ouvrages spécialisés dans ce domaine. L'étude des organisations appliquées à l'Église est très précieuse car elle montre, et je cite encore, que la cause principale de déclin vient d'une incapacité à appréhender un environnement qui s'est modifié. Voilà, comment appréhender notre environnement. Et son intervention donc portera sur le caractère systémique de la crise, comment justement l'aborder dans une démarche qui n'est pas simplement analytique. Nous entendrons ensuite André Vaucher, connu de beaucoup d'entre nous, donc historien, spécialiste du peut-être mal nommé Moyen-Âge, sur lequel il a consacré de nombreuses publications. Il a dirigé, comme on l'a rappelé, l'école française de Rome. Cette fois-ci, c'est l'utile recul historique qui nous est proposé, l'Église ayant traversé plusieurs crises dans le passé. Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour aujourd'hui? Je laisse tout de suite la parole à Benoît Piget, qui va utiliser l'équipement qui est sous mes yeux. Donc, je suis professeur en sciences de gestion à l'université de Besançon en Franche-Comté. Mon domaine de recherche est la gouvernance des organisations. Donc, ma manière d'aborder l'Église est en tant qu'organisation. Alors, je réponds dans cette présentation à la demande qui m'avait été faite sur le thème, donc porté sur la notion de crise systémique, en s'intéressant à la question de savoir si d'autres organisations ont nécessairement été confrontées à de telles crises, mais comment elles ont réagi? Est-ce que parfois elles ont pu s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors tout d'abord, je voudrais caractériser l'approche systémique. Et le système se différencie par rapport
à la notion d'une approche analytique. Une approche analytique, c'est quelque chose qui cherche à décomposer. C'est l'approche qui est le plus facilement enseignée. On prend un objet, on le décompose dans ses fonctions, ses attributs. L'approche systémique va reconnaître qu'un objet n'est pas seulement une somme d'éléments, il est autre chose, quelque chose qui dépend aussi des interactions entre les éléments. C'est-à-dire, si on s'intéresse uniquement aux éléments pris les uns à côté des autres, on occulte une dimension fondamentale de tout système. Et ça, c'est une réalité qui est bien connue dans toutes les sciences, puisqu'on l'a en sciences physiques, et bien évidemment aussi en sciences de gestion. L'approche analytique a aussi une autre particularité, c'est qu'elle est de type arrêt sur image. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux éléments à un instant donné, alors que dans une approche systémique, celle qui nous intéresse, on va au contraire se placer dans une notion de continuité, quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Et le dernier élément qu'on peut noter par rapport à la notion d'approche systémique, c'est qu'un système a une forme d'orientation. Alors la question de savoir d'où vient cette orientation est une question qui reste débattue, puisqu'on peut penser que l'orientation, c'est ce qui attire l'organisation vers un point ou le système vers un point, ou on peut penser au contraire, et là c'est notamment toute la philosophie d'Henri Bergson, que le système est poussé vers quelque chose. Quand on va parler de la crise systémique, un élément important à noter, c'est que cela va dépendre du lieu où l'on se place. Et c'est particulièrement visible à la fois dans le monde physique, mais aussi dans le monde des organisations. Dans le monde physique, on sait bien que si on s'intéresse à des individus, à des cellules ou à la société, la notion de mort n'est pas appréhendée du tout de la même manière, puisque nous savons tous que dans notre corps, nous avons en permanence un processus de mort et de vie des cellules qui ne nous empêche pas de vivre. Au contraire, c'est même lié à notre vie. Donc on a un système complexe de dire qu'une crise systémique qui peut entraîner la mort d'un système est perçue comme quelque chose de grave pour celui qui vit le système. Mais pour quelqu'un qui serait au-dessus du système, la crise en elle-même n'est qu'un processus parfaitement normal. Dans l'économie, cela a été appréhendé de façon très forte avec la notion de création destructrice, c'est-à-dire que le fait que des entreprises disparaissent est supposé permettre à d'autres entreprises d'apparaître, de se développer, de répondre à de nouveaux besoins. Donc selon la manière dont l'on se situe, une crise systémique pourra être perçue de façon très très différente. Un élément aussi qu'on pouvait reprendre dans le monde des organisations, c'est tout simplement le cas d'une entreprise. Quand une entreprise fait faillite, il est évident que ses employés, ses clients, un certain nombre d'acteurs sont directement concernés. Si on se situe à un niveau national ou supranational, cela fait partie des statistiques. C'est-à-dire chaque année, on sait qu'il y a tant d'entreprises en moyenne qui disparaissent, tant qui sont créées. Et donc la question de crise systémique renvoie à une question qui est beaucoup plus personnelle et qui dit finalement en quoi suis-je concerné. C'est-à-dire qu'une crise systémique va dépendre du point de vue des acteurs. C'est très important parce que si on prend le cas de l'Église, il est évident qu'on n'aura pas du tout le même type de réponse si l'on est quelqu'un qui appartient au clergé, si l'on est un simple laïc, et voir si on est quelqu'un qui est agnostique. Donc la question de l'observateur est fondamentale dès qu'on va aborder la notion de crise systémique. Quelle définition peut-on retenir? Alors c'est une définition que je propose, ce n'est pas forcément une définition universelle, c'est dire qu'une crise systémique touche à la raison d'être d'une organisation et à sa capacité à exister. Alors raison d'être, ça veut dire qu'il y a une question de sens, de signification, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quel sens a l'organisation pour les acteurs?
Et si cette question de sens tend à disparaître, il y a un véritable enjeu de pérennité. De façon concrète, on pourrait se poser la question presque par l'absurde en se disant, si l'organisation n'est plus là, est-ce que finalement on constatera le vide qu'elle a laissé? Alors pour aborder ces questions, je me suis focalisé sur deux entreprises principales. La première, ça sera IBM. Pourquoi IBM? Parce que finalement, en cherchant des organisations qui ont connu des crises systémiques graves, on pourrait dire qu'il y en a beaucoup. Mais la plupart d'entre elles sont un peu du caractère des étoiles filantes, c'est-à-dire des organisations qui grandissent très vite et puis qui finalement disparaissent assez vite. On est souvent dans une accélération telle du temps qu'il est parfois difficile de se rendre compte de ce qui est en jeu. Le cas d'IBM est très intéressant parce que pour ceux qui font partie de ma génération et encore plus de celle d'avant, IBM était une entreprise conçue pour être là dans le domaine informatique. Si on prend dans les années 70, IBM, c'était l'informatique. Aujourd'hui, si on pose la question à des étudiants, certains d'entre eux ne connaissent même pas IBM, ils font encore de la publicité un peu partout, mais l'entreprise est devenue une entreprise parmi d'autres. Alors je voudrais revenir un petit peu sur quelques dates clés pour essayer de comprendre. Il est évident que l'entreprise IBM, par rapport à l'Église catholique, on n'est pas sur les mêmes durées de temps, puisque IBM, c'est, admettons, un peu plus d'un siècle, même si sur leur site, ils disent qu'ils existent depuis 150 ans. Mais, grosso modo, c'est 1924, la date où 3 entreprises qui avaient fusionné une quinzaine d'années plus tôt prennent le nom d'IBM, avec un PDG qui est quand même un PDG un peu assez génial, qui a une intuition commerciale très forte de répondre aux besoins de ses clients. Il va traverser évidemment un certain nombre de crises, comme toute entreprise, et il va réussir à les dépasser. Avec le phénomène qu'en 1965, IBM détient 65% du marché de l'informatique. Et notamment pour ceux qui ont quelques souvenirs, on avait la ligne des IBM 360, qui étaient les ordinateurs qui ont vraiment révolutionné le marché de l'informatique. Ce qui est important de comprendre, c'est que pour arriver à cette domination du marché informatique, IBM a été confronté à beaucoup de défis. Et des défis où à chaque fois, il y avait une question de se dire, est-ce qu'on va s'en sortir? Et parce qu'ils ont réussi à surmonter ces défis, ils ont d'une certaine manière gravé dans le marbre les méthodes pour dépasser, pour répondre aux défis. Et c'est peut-être là le point central de ma présentation. L'idée de finalement, dans une crise systémique, ce qui pose problème, c'est que ce qui a été le facteur de réussite dans le passé devient aujourd'hui le facteur qui empêche l'organisation de répondre à la crise nouvelle. C'est-à-dire que parce que dans le passé, j'ai réussi, grâce à certaines techniques, certaines approches, à répondre à la crise, fait qu'aujourd'hui, je ne suis plus capable de répondre à la crise qui apparaît parce que cette crise est un petit peu différente des précédentes, comme chaque fois, comme toutes les crises. Et donc, d'une certaine manière, plus vous avez surmonté de crises dans le passé, plus vous avez formalisé les procédures, les comportements nécessaires pour éviter que ces crises ne vous entraînent à la disparition. Et plus vous êtes victime des procédures que vous avez mises en place, parce que ces procédures qui ont assuré votre survie dans le passé ne permettent plus d'assurer votre survie aujourd'hui. Et donc quand on regarde IBM, la chute est extraordinairement rapide, puisque dans les années 70, c'est la domination absolue. Début des années 80, vous avez les gourous du management qui disent que IBM, c'est l'entreprise par excellence du futur. Et 10 ans plus tard, vous avez IBM qui annonce des pertes très importantes et le PDG qui est mis à la porte. Et quand on regarde ce qui s'est passé entre 1992 et 2023, on s'aperçoit finalement que l'entreprise, certes, continue d'exister, mais elle a perdu tout ce qui faisait sa spécificité. C'est-à-dire, pour pouvoir continuer à exister, elle a renoncé
à un certain nombre de facteurs qui faisaient que IBM était une entreprise différente des autres entreprises. Donc, la survie, IBM aurait pu disparaître. IBM n'a pas disparu. Mais s'il n'a pas disparu, c'est d'une certaine manière en se fondant dans la masse, en perdant ce qui faisait sa spécificité. Quand on essaie de comprendre quels sont ces facteurs systémiques qui ont fondé à la fois la puissance d'IBM et puis sa fragilité, on s'aperçoit qu'il y a quelques facteurs qui ressortent. La première idée, c'est qu'IBM avait réussi à façonner un monde tel qu'elle avait envie qu'il soit. Et ça a été une logique forte des PDG qui se sont succédés depuis le fondateur. L'idée qu'il fallait imposer au client la technologie qu'on voulait lui apporter. Il fallait le convaincre que cette technologie était la meilleure. Il fallait donc créer un système qui était globalement très, très cohérent. Et quand on regarde le monde informatique des années 70, c'est le cas. IBM offre un monde à lui tout seul où il y a le matériel, les logiciels, les imprimantes, vous avez tout. Et c'est justement cette difficulté que quand on crée un système propriétaire, eh bien, il y a un moment donné, il y a des facteurs qui viennent fragiliser. Dans le cas d'IBM, ce facteur, ça a été la micro-informatique. Donc, puisque les PC ont commencé à apparaître à la fin des années 70, avec déjà Apple, et IBM, à un moment donné, a été confronté à la décision de savoir s'ils entraient ou non sur le marché des PC, c'est-à-dire des petits ordinateurs. Ils ont décidé, ça a été un succès, c'est ça qui est impressionnant, ça a été un succès, mais un succès qui, en même temps, a miné IBM, parce que c'est un succès qui s'est basé sur le fait d'être non propriétaire, et donc d'ouvrir. Et donc IBM s'est trouvé confronté à une logique extraordinairement forte de système propriétaire et en même temps de quelque chose qu'ils avaient créé ou auquel ils avaient contribué qui venait saper complètement leur système. On peut retrouver plein d'anecdotes sur cette notion de système propriétaire avec l'habillement, l'engagement. À nouveau, on peut retrouver des extraits de presse où certains d'entre vous ont sûrement souvenir de certains collègues qui pouvaient travailler chez IBM, où il y avait presque une entrée en religion, entrée chez IBM. Et dans les ouvrages qu'on peut consulter sur IBM, on trouve des ouvrages en anglais, donc c'est pas des ouvrages italiens, c'est en anglais, où la comparaison est faite entre IBM et l'Église catholique. C'est-à-dire qu'on comparait IBM à l'Église catholique dans son mode de fonctionnement. Et ce système propriétaire, pourquoi, à un moment donné, se fragilise-t-il? Pourquoi n'arrive-t-il pas à répondre à tous les défis? La réponse est presque évidente. C'est qu'on a une société qui change. Mais dans une société qui change, les autres acteurs ne sont pas inertes. Ils agissent. Ils agissent et ils vont aller prendre dans l'entreprise leader certains éléments qui sont des facteurs clés de succès. Ils vont les prendre, mais ils vont les prendre sans être liés par toute l'histoire qui va avec. C'est-à-dire sans devoir prendre la totalité. Ils vont prendre des bouts. Et donc l'entreprise qui a fondé son succès sur un certain nombre de facteurs où, effectivement, elle était en avance sur les autres, elle était plus forte que les autres. Elle se voit concurrencée par d'autres organisations qui proposent la même chose avec un petit plus. Et pourquoi l'entreprise ne peut pas proposer ce petit plus? Parce que ce petit plus va à l'encontre du système qu'elle a constitué par suite d'accumulation de décisions historiques. Je vais passer très rapidement sur le cas de General Motors, même si d'une certaine manière General Motors c'est une entreprise, aujourd'hui on a du mal à l'imaginer, il faut se représenter dans les années 1940-1950, où aux États-Unis, on disait « ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique ». C'était un slogan très très fort. En termes de pouvoir économique, General Motors, c'était assez fabuleux.
Quand on regarde l'histoire automobile, on s'aperçoit que l'histoire de General Motors, elle a été vécue en raccourci par Ford. Ford, on sait que c'est dans les années 1910-1920, c'est eux qui ont appliqué le taylorisme de façon très poussée avec une standardisation des véhicules et qui en même temps ont connu une chute assez rapide puisque justement cette standardisation, ce système ultra fermé, ultra propriétaire, ne répondait plus aux attentes des consommateurs. Et c'est General Motors qui a réussi à construire un système en s'appuyant à la fois sur ce que Ford avait fait et en ouvrant à quelque chose d'autre. Donc on voit bien à chaque fois qu'il y a cette logique d'une organisation qui effectivement a un trait de génie, a quelque chose qu'elle arrive à comprendre et à imposer sa domination, et qu'à un moment donné, ce trait de génie peut finalement être son talon d'Achille. Donc pour General Motors, la chute s'est faite beaucoup plus progressivement que pour IBM, puisque on sait que c'est les concurrents européens, japonais, qui progressivement sont apparus, se sont développés, et se sont développés y compris aux États-Unis. Mais le paradoxe, c'est que General Motors, qui avait une puissance financière économique monstrueuse, n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un certain nombre de stratégies à chaque fois pour faire face, pour se dire on va faire comme les Japonais, on va faire les mêmes usines. Et ça ne marchait pas. Et c'est ça qui est passionnant. C'est de comprendre qu'une organisation, avec toute sa puissance, toute sa force, d'une certaine manière ne peut pas se réinventer, elle ne peut pas se renier dans son histoire, dans ce qu'elle a fait. Alors si maintenant j'essaie de prendre un tout petit peu de recul par rapport à ces deux entreprises que j'ai citées et essayer de faire un petit lien avec la situation de l'Église catholique en tant qu'organisation, on revient à l'idée que je vous ai citée d'une forme d'accumulation de réponses. Donc on a accumulé des réponses qui ont permis de répondre aux défis du passé. Donc quand j'essayais de regarder un tout petit peu ce qu'on peut regarder dans l'histoire de l'Église, il est évident que les débats sur la nature du Christ tels qu'ils sont réapparus avec les modifications de termes dans la langue française, ces débats, on voit bien qu'ils ont répondu à des crises passées. Et la question, c'est de se dire, est-ce que ces débats sont toujours pertinents aujourd'hui? Est-ce que d'une certaine manière, ils permettent d'aborder des questions aujourd'hui qui, évidemment, ne sont pas les mêmes que celles d'hier? Et un exemple qui pour moi, me parle beaucoup, sur la procréation artificielle, où on pourrait penser que l'Église a une parole forte à dire. Il est évident que là, il y a des questions théologiques très fortes qui sont liées à toute la théologie sur la naissance de Jésus, sur la virginité, sur un certain nombre de facteurs qui aujourd'hui se retrouvent finalement retournés par la science et pour lesquels, pour pouvoir avoir une parole là-dessus, évidemment c'est extraordinairement difficile. Et donc ces réponses, elles induisent des dysfonctionnements. Le terme dysfonctionnement, c'est un terme qui est utilisé dans le langage de gestion. Pourquoi? Parce que quand il y a ce décalage entre une forme de conduite qui est imposée par le passé et un environnement qui a changé, et bien forcément, on a des dysfonctionnements, c'est-à-dire des acteurs qui n'arrivent plus à se repérer. Et donc, n'arrivant plus à se repérer, et bien il y a forcément des actes déviants qui se produisent. Le cas qui saute un peu aux yeux, c'est celui du célibat. Il est évident que le célibat répondait à des exigences de disponibilité, de capacité à être présent à ceux qui entourent. Et il suffit de regarder les communautés paroissiales en monde rural, avec un recours assez important parfois à des prêtres africains ou d'autres origines, mais des prêtres qui ne sont pas liés à la communauté native. Et au moins dans ces communautés, on s'aperçoit qu'il y a une coupure. C'est-à-dire qu'un certain nombre de ces curés qui viennent d'autres régions se trouvent finalement coupés de la communauté où ils sont implantés. Et pour finir,
ma question, c'est peut-on émerger d'une crise systémique? Donc j'ai déjà expliqué qu'une solution, c'est de devenir une organisation parmi d'autres, ce qui est le cas d'IBM et General Motors. Aujourd'hui, ce sont des organisations comme les autres. L'autre dimension, c'est de se dire que finalement, la disparition d'une organisation n'est pas dramatique parce que d'autres organisations vont surgir qui prendront le relais. C'est vraiment un concept qui est très très fort en économie. Et puis l'autre point, ça serait s'interroger sur la raison d'être. Et là, finalement, un peu par hasard, en reprenant Alfred Loisy, en 1902, l'Évangile et l'Église, finalement, quelle est la thèse d'Alfred Loisy? C'est de dire que c'est l'Esprit qui a conduit l'Église. Et donc, si l'Esprit a conduit l'Église, l'Esprit ne peut pas se tromper, et donc l'Église est là où elle doit être. Et si on prend l'auteur qui a suscité le livre d'Alfred Loisy, Adolphe Arnac, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le point de vue. Alors, Adolphe Arnac, c'est un point de vue protestant, donc évidemment, c'est une vision un petit peu différente. Mais son point de vue, c'est de dire qu'il y a des formes de contingence. Et d'une certaine manière, Adolphe Arnac a un point de vue qui est assez proche de ce que je viens de vous exposer, c'est-à-dire qu'une organisation, elle est conduite par les difficultés qu'elle rencontre à adopter un certain nombre de mesures. Mais en adoptant ces mesures, finalement, elle est entraînée elle-même dans un chemin. Et il y a une forme de contingence qui est une contingence beaucoup plus de nature historique, humaine. Donc pour finir, cela pose finalement, s'interroger sur la raison d'être, cela pose la question de la spécificité de son existence. Et si on reprend le Concile Vatican II, on s'aperçoit bien qu'il y avait une ouverture sur les autres religions. Mais une ouverture qui restait quand même avec l'idée que l'Église catholique était la référence et que les autres, finalement, on était comme des cercles concentriques autour. Et donc c'est vraiment une question de se dire comment l'Église catholique, en tant qu'organisation, peut-elle se situer parmi d'autres organisations et avoir une spécificité, une singularité qu'elle trouverait finalement dans son origine elle-même. Voilà, je vous remercie. Merci à Benoît Puget d'avoir proposé cette analyse sur laquelle je pense qu'on reviendra. Beaucoup d'éléments, en particulier justement la question que pose la position dominante, le quasi-monopole, qui peut être un élément de faiblesse à un moment donné, comment parfois des traits de génie deviennent des talons d'Achille, comment en même temps garder sa raison d'être et ne pas se renier de ce qui fait vraiment le cœur même de sa démarche, comment vraiment la prise en compte des circonstances, des contingences de l'histoire, c'est un peu la transition avec ce que André Rocher va nous dire, l'importance justement de cette relecture de l'histoire qui permet de souligner les points forts et les points faibles et comment les crises peuvent être traversées et comment les crises peuvent être des occasions justement de mieux découvrir ce qui est vraiment l'essentiel de la démarche et ce qui pouvait être parfois considéré comme étant important passe au deuxième plan. Et vous avez compris que effectivement l'analyse, donc apparemment vous n'êtes pas le premier à comparer IBM et l'Église catholique, mais c'est assez suggestif. Peut-être que pour certains ça paraîtrait tout à fait iconoclaste, mais je crois qu'il y a de quoi réfléchir, comme Hervé Legrand le rappelait tout à l'heure, l'Église est effectivement, je veux dire, est aussi une organisation humaine avec ses modes de fonctionnement, que l'Esprit Saint ne nous dit pas à chaque instant ce qu'il faut faire, enfin peut-être qu'il nous le dit, mais on a parfois du mal à l'entendre, et donc on a besoin justement de ces décalages pour analyser notre démarche. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à André Rocher. Nous aurons, après son intervention, un bon temps d'échange et de questions, donc nous les réservons, notez-les, et nous les reprendrons tout à l'heure.